D'accord. Bah, écoutez, Jean-Baptiste Brenet, merci beaucoup de m'accorder cet entretien pour l'atelier Iqbal. Merci. Moi, j'ai lu vos deux ouvrages d'affilée après avoir visionné une de vos conférences à la Cité des Sciences, je crois. La conférence m'avait beaucoup intéressé, interpellé. Et j'ai aussi écouté votre émission à France Culture. Donc, je peux dire que je vous ai lu, disons un peu dans le détail, en lisant donc ces deux ouvrages récents que vous avez fait paraître. L'un en 2015, Averroès l'inquiétant, aux éditions Les Belles Lettres, c'était en 2015. Et puis le dernier qui vient de sortir, Je fantasme, Averroès et l'espace potentiel, qui est sorti tout récemment aux éditions Verdier. J'ai vu un peu, si peut-être dans un premier temps, vous pourriez parler un petit peu de votre profil, votre itinéraire, votre formation, votre itinéraire intellectuel. Oui, bon, j'ai un parcours assez banal, assez classique de philosophie. Donc, j'ai passé, après des études à la Sorbonne, j'ai passé l'agrégation très jeune et j'ai tout de suite enseigné au lycée pendant plusieurs années, ce qui m'a ravi. Mais en même temps, je me suis lancé dans une thèse et la grande rencontre de ma vie aura été celle d'Alain de Libera, qui à l'époque lui-même explosait dans son travail. Et c'est avec lui très très vite, c'est-à-dire dès 1995, que j'ai rencontré Averroès et que j'ai commencé à travailler sur lui et sur ses héritiers latins, disons. À l'époque, Alain de Libera travaillait aussi avec Marc Geoffroy, qui est le traducteur en Garnier Flammarion du Fas al-Maqal, le discours décisif d'Averroès. Et donc, c'était un bain très, très actif. Et c'est donc à ce moment-là, au milieu des années 90, que j'ai commencé, via d'abord le versant latin, à m'intéresser à Averroès, à sa doctrine de l'intellect, à son anthropologie, à son discours sur l'homme, et à sa dimension un peu scandaleuse, telle que les latins la recevaient. Alors après le lycée, je suis passé par le CNRS 2 ans en détachement. À l'époque, je m'étais lancé dans l'arabe, l'apprentissage de la langue, pour pouvoir lire les textes non seulement dans le latin qui parfois seul nous reste, mais aussi dans la langue originale. Donc je n'ai jamais arrêté depuis. Et puis j'ai eu un parcours universitaire à Paris 10 d'abord comme maître de conférence, et puis à Paris 1 depuis 7 ans maintenant, où je suis devenu professeur de philosophie arabe, donc à temps plein. Et effectivement, toutes ces années, je me suis, même si mon travail s'est considérablement élargi dans tous les secteurs de la philosophie, mais c'est vrai que le fil de toutes mes recherches aura été Averroès, que j'ai travaillé en aval, en considérant toujours la tradition parfois hostile latine. Hostile, ça veut dire Thomas d'Aquin. Hostile et paradoxal, puisque ce sont aussi des fils d'Averroès. Thomas d'Aquin, Albert le Grand, Occam et les autres. Et puis en amont, parce que je me suis intéressé à toute la tradition de la falsafa, c'est-à-dire Al-Farabi, Ibn Sina, Ibn Bajjah, et puis évidemment Aristote et le péripatétisme grec. Donc j'ai un peu tout travaillé autant que possible, et avec Averroès comme centre un peu de ma passion, disons. Voilà. Et c'est loin d'être fini parce que le travail à fournir est immense d'explication, d'édition, de traduction, un peu dans toutes les langues. Donc je suis encore là-dedans. Voilà. Très bien. Écoutez, moi, si vous voulez, Averroès, donc Ibn Rushd, euh, je l'ai étudié, je l'ai lu à travers des ouvrages récents. Vous avez mentionné Alain de Libera, bon, il y a eu aussi d'autres travaux. Ce qui me paraît intéressant, bon, la thèse classique, c'est que Averroès Ibn Rushd, philosophe né à Cordoue
en 1126 et mort à Marrakech en 1198, qui est mort dans la période où montait l'empire des Almohades. On peut le voir du côté arabe comme du côté occidental. On sait que, disons pour schématiser, que Averroès a été plus utile à la pensée en Occident, dans le sens où ces thèses ont été reprises, discutées, critiquées, bien entendu, mais en tout cas, elles ont servi de support à la pensée philosophique. Et bon, pour dire les choses un peu plus sobrement, du côté du monde arabo-musulman, même s'il est un repère très très fort, disons, sa pensée n'a pas été, comment dire, suivie, ou en tout cas augmentée significativement. Il en reste que moi, pour ce que j'ai travaillé sur ce philosophe, mais je l'ai travaillé sur la manière dont on l'a perçu et dont il est intervenu dans le champ arabo-musulman. Et donc vous avez mentionné le Fasl al-Maqal, le traité décisif. Donc c'est plutôt une certaine, c'est-à-dire à travers ce commentaire, ce que je fais voir, c'est qu'il y a plusieurs facettes et qui me semblent assez peu, disons, unifiées de la perception du philosophe à travers soit sa pensée telle qu'elle a été perçue et développée en Occident et par rapport à ce qui a été commenté et discuté jusqu'à présent dans le monde arabo-musulman. Et donc ce qui est intéressant, c'est déjà de comprendre voilà, dans la latinité l'effet durable de sa pensée. Mais vous résumez d'une manière un peu lapidaire, un peu sa perception, vous montrez que dans vos deux ouvrages en fait, mais que dans la latinité, il a été exécré plus que le diable lui-même. Hein. Vous citez Pétrarque, Duns Scotus, bon bien sûr d'Aquin, mais on le présente comme le poison, un chien enragé, maudit, donc c'est quelqu'un qui est vraiment, il y a vraiment une détestation philosophique, mais en même temps c'est à partir de lui qu'on discute ou qu'on argumente philosophiquement. Donc comment, voilà, comment se fait-il que justement dans la latinité il y a à la fois cette détestation, mais c'est aussi un prétexte pour partir de ses idées et de les commenter ou de s'en écarter. C'est dû à plusieurs facteurs et puis ça, c'est un phénomène à la fois bien connu et encore mal connu. Les facteurs qui sont aussi accidentels, c'est que pour des raisons géographiques, pour des raisons culturelles, pour des raisons politiques, pour des raisons guerrière, bien son œuvre rapidement est traduite, très rapidement, est traduite en latin, pas seulement en latin, mais en latin quand même, et puis très rapidement va circuler, puisque son œuvre arrive à Paris vers 1220-1225, donc disons une petite trentaine d'années, même pas après sa mort. Donc son œuvre arrive, et à l'époque où elle arrive, un métatexte ultra précis, censé rendre raison, mot à mot, ligne après ligne, du contenu. Donc Averroès, c'est très fameux, sera pour cette raison appelé chez les latins le commentator, le commentaire, le commentateur. Dans les textes latins, très souvent, son nom n'est pas donné, seul est donné le nom commentator, lorsque Aristote, lui, est appelé le philosophe. Donc, cela explique que des théologiens, des philosophes en herbe, des philosophes confirmés, des juristes, tout le monde va lire Averroès. Tout le monde va lire Averroès parce que tout le monde a besoin de faire ses armes, en quelque sorte. Tout le monde a besoin d'une lecture d'appoint pour essayer de se retrouver dans cet océan théorique qu'est l'œuvre d'Aristote, qu'encore une fois, on ne lisait pas dans son intégralité avant la deuxième moitié du XIIe siècle, ou avant, pourrait-on dire, le XIIIe siècle. Donc tout le monde va le lire, tout le monde va s'en servir, au point qu'un certain nombre des analyses qui ne sont parfois pas spectaculaires, de mise au point lexicale, de compréhension de telle ou telle section du texte, de tel ou tel concept,
bien ces analyses vont passer dans le monde latin et en quelques années, en quelques décennies, on oubliera même que c'est d'Averroès que cela venait. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est, au fond, peut-être vaguement connu, mais qui n'est pas scientifiquement bien maîtrisé, bien travaillé, intégralement travaillé. C'est la dette, de ce point de vue, que la pensée latine va contracter à l'égard d'Averroès, une dette un peu invisible, mais très profonde, parce que, je répète, qu'Averroès va livrer aux latins une certaine compréhension philosophiquement cohérente, profonde, et pas seulement de détails, de l'aristotélisme de l'époque. Sauf que, dans l'ensemble de ces commentaires, quelque chose va coincer, et c'est ce que Averroès essaiera de proposer, aura proposé, et qui concernait la doctrine de l'âme ou la doctrine de l'intellect, ou disons la doctrine de l'homme. Donc à peu près tout de l'avéroïsme est lu, enfin tout du corpus exégétique d'Averroès est lu, est utilisé, parfois critiqué, parfois ça ne sera pas suivi, mais disons c'est intégré comme un élément de la discussion de l'époque. Mais sur un point précis, sur celui de l'anthropologie, sur celui de l'intellect, c'est-à-dire s'agissant des commentaires du traité qu'on appelle le traité de l'âme d'Aristote, là, quelque chose va coincer. C'est-à-dire que les commentaires qu'Averroès élabore, propose dans son grand commentaire du traité de l'âme, pour régler les questions d'Aristote sur l'intellect, ces grands commentaires-là ne vont pas du tout passer, parce qu'on estimera qu'Averroès, là, s'est complètement égaré et a livré une version de l'aristotélisme, de la psychologie aristotélicienne, ou, comme on dit, de la noétique aristotélicienne, c'est-à-dire la doctrine de l'intellect d'Aristote, que là, il aura livré une conception, une version, une explication trop métaphysique, trop radicale, qui avait en vérité des effets désastreux. Et donc cette lecture-là va être très rapidement repérée, isolée, contestée par à peu près tout le monde, c'est-à-dire des philosophes aussi bien que des théologiens, y compris par des théologiens qui entre eux étaient des adversaires. Et c'est l'une des choses, parce qu'il y en a une autre, c'est l'une des choses qui va faire la légende négative d'Averroès, puisque pendant des siècles, désormais jusqu'au 19e ou même 20e siècle, on pourrait dire ça, eh bien, on va associer le nom d'Averroès, non pas seulement à cet homme qui, par ses commentaires, aura permis d'expliquer Aristote, d'éclaircir un peu cette doctrine touffue, mais on va l'associer à un homme qui aura élaboré, en dépravant d'ailleurs l'aristotélisme, qui aura élaboré une psychologie ou une doctrine de l'intellect totalement délirante et ruineuse pour la rationalité, ruineuse pour la morale, ruineuse pour la politique, ruineuse pour la religion. Donc c'est là qu'est l'ambivalence. Un homme qui à la fois est un excellent commentateur et qui, sur un point précis et pas des moindres, sur la question de l'intelligence humaine, se sera gravement égaré et ne pourra sur ce point absolument pas être suivi. Donc ce double aspect, c'est la caractéristique de la figure d'Averroès dans l'Europe latine. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais... Oui, très bien. Je vous remercie. Donc, en fait, la thèse dans votre livre, ce que vous montrez, c'est que la thèse proprement scandaleuse, la thèse philosophique proprement scandaleuse d'Averroès, c'est de présenter l'intellect comme quelque chose de séparé, comme quelque chose de fondamentalement un, et comme quelque chose d'éternel. Donc, moi, et en même temps, vous montrez que c'est les commentaires ou l'exégèse qui est du travail de la philosophie d'Aristote qui est jugée excessive. Donc, si je vous comprends bien, parce que je ne connais pas l'œuvre d'Aristote dans le détail, et si je vous comprends bien, cette doctrine d'un intellect séparé, un et éternel, on ne peut pas la retrouver
tel quel dans le travail d'Aristote. En fait, ça serait, est-ce que on peut dire que c'est ce qu'avance Ibn Rushd, ou c'est quelque chose qui est à l'état, disons, latent, dormant dans l'intellect agent tel qu'il est exprimé dans le traité de l'âme d'Aristote? Disons que on ne peut pas répondre facilement à cette question, c'est-à-dire que la doctrine d'Aristote est confuse sur ce point. Elle est confuse, elle est obscure, disons, elle est difficile. Elle est tellement difficile que même les premiers étudiants d'Aristote, des Grecs, qui l'avaient comme maître, l'avaient repéré eux-mêmes, cette difficulté. Donc il y a quelque chose, vous dites, de dormant, hein, l'image est pas mal, il y a une sorte d'obscurité, de confusion, de difficulté, qui n'est pas peut-être le signe de rien, c'est une difficulté qui tient à l'objet même. Peut-être n'y a-t-il rien de plus compliqué que d'essayer de concevoir l'articulation dans l'homme entre le corps et son intelligence. Pas pour rien que tous les grands philosophes passeront par là, et que l'époque moderne, avec l'idée de body-mind problem, continue d'en parler. Donc il y a une difficulté chez Aristote lui-même, qui autorise effectivement différentes lectures, différents dépliements, différentes conceptions, au nom même d'Aristote. Cette difficulté, elle est d'une certaine manière très simple à énoncer, c'est que Aristote, c'est l'homme qui, contre Platon, essaye de penser l'idée d'une âme qui soit solidaire du corps, c'est-à-dire l'âme, c'est pas quelque chose qui est à part du corps, dans son être même. Mais en même temps, quand on arrive à l'homme, qui n'est pas le seul être à avoir une âme, puisque tout vivant a une âme, quand on arrive à l'homme, on arrive à un individu qui n'a pas seulement une âme, mais a une âme intelligente. Et son intelligence, on ne sait pas où la mettre, on ne sait pas comment l'articuler au corps. Voilà. C'est-à-dire que l'âme a des puissances, quand je vois, j'exerce une puissance, quand je mange, j'exerce une puissance, quand je marche, j'en exerce une autre, quand j'imagine, j'en exerce encore une autre. Tout cela peut s'expliquer, présente des difficultés, mais enfin, globalement, cela se range sous ce qu'on appelle l'illémorphisme, c'est-à-dire une doctrine où toute forme est associée à une matière. Mais s'agissant de l'intellect, là, le bas blesse, parce que pour les Grecs, l'intellect n'a pas d'organe. L'intellect ne saurait avoir le cerveau comme organe. Donc, il y a déjà, pour vous donner ne serait-ce que cet exemple, il y a déjà chez Aristote l'idée, et c'est son adjectif d'ailleurs, que l'intellect est séparé. Mais, quant à savoir comment il faut entendre cette séparation, là, tout le monde va se disputer. Et dans cette histoire de l'héritage aristotélicien, dans cette histoire de la compréhension de ce qu'Aristote avait laissé comme difficulté, Averroès serait l'un de ceux qui auraient défendu la lecture la plus radicale, trop radicale. C'est-à-dire que la séparation de l'intellect, que tous les aristotéliciens doivent essayer de penser, dont ils doivent tous essayer de donner une certaine version, la séparation de l'intellect d'Averroès serait trop radicale, parce que ce serait la séparation d'un terme qui est philosophique et banal en philosophie, mais difficile, la séparation d'une substance, c'est-à-dire, pour faire beaucoup plus simple, la séparation d'un être autonome. C'est-à-dire que mon intellect, ça serait non pas une puissance de mon âme dans mon corps, mais ce serait un être autonome, complètement distinct de mon être à moi. Pour dire les choses, disons, de façon un peu simplifiée, mais audible. Alors ça, c'est un exemple sur la séparation. On va considérer que Averroès va très loin, parce que au lieu de s'en tenir, je ne sais pas moi, à l'idée que le cerveau n'est pas l'organe de l'intellect et qu'il est séparé en ce sens-là, eh bien non, lui en ferait une réalité distincte par son être de mon être même. Ça, c'est un premier exemple. Alors, donc, il faut bien comprendre que Averroès n'est pas un homme qui propose une doctrine en son nom propre, dont il mesurerait le caractère scandaleux, et qu'il aurait produite d'ailleurs volontairement en ce sens-là, comme pour faire du bruit ou pour passer les bornes et s'aventurer dans une psychologie explosive. Non, c'est vraiment comme commentateur d'Aristote qu'Averroès se prononce. C'est vraiment dans le but
et au fond il aura fait ça toute sa vie, c'est vraiment dans le but de comprendre au plus près, au plus juste, ce que Aristote a laissé à l'état presque un peu embryonnaire dans son livre de l'âme, et qui pourtant doit permettre d'expliquer comment en l'homme s'articule, se combine la corporéité, la sensation, l'imagination et l'intelligence. Donc c'est vraiment dans le but de comprendre ce qu'Aristote a fait. Alors les autres thèses dont vous parlez, celle de l'unicité de l'intellect, c'est-à-dire que cet intellect ne serait pas seulement une substance, un être séparé de moi, mais une réalité une pour toute l'espèce humaine, et puis son éternité, ce sont évidemment les deux autres thèses qui vont choquer. Et on comprend bien pourquoi. L'éternité, cela va de soi, c'est que s'il y a quelque chose d'éternel, c'est qu'il n'y a pas eu de création, et donc toute théologie s'y oppose. Mais plus célèbre encore, celle de l'unicité choquera pour une raison très facile à dire, c'est que s'il y a un seul intellect pour toute l'espèce humaine, on voit mal comment chacun de nous pourrait continuer à penser individuellement, personnellement, et à vivre sa vie mentale dans son coin ou à son rythme. Bon, alors quand on évoque ces trois thèses, il y a plusieurs choses à comprendre. Hein. C'est d'une part, je le répète, qu'Averroès a essayé de les produire en tant que commentateur d'un Aristote en lui-même obscur, comme au point limite de sa propre théorie. Deuxièmement, que dans cette élaboration inlassable de la position aristotélicienne, il ne fait pas œuvre seule, c'est-à-dire qu'il s'inscrit dans une longue tradition à la fois grecque et arabe, et qu'il tire un grand profit de ses prédécesseurs arabes notamment. Je pense à Ibn Bajjah, l'autre philosophe andalou du XIIe siècle, mais aussi à Avicenne, auquel il s'oppose, ou Al-Farabi, dont il tire beaucoup, un penseur du Xe siècle. La deuxième chose à retenir, c'est que il faudrait distinguer entre la position d'Ibn Rushd lui-même, celle que nous, lecteurs de ces textes, nous pouvons essayer de reconstruire, de comprendre, et puis la position de l'Averroès latin, c'est-à-dire la position qu'on peut lire dans les textes qui nous restent en latin, parce que parfois les textes arabes ont disparu, et notamment le grand commentaire du traité de l'âme d'Averroès a disparu en arabe quasiment, et il ne nous reste que le latin. Donc nous sommes obligés de nous baser sur cela pour essayer de comprendre quelle pouvait être sa position, et on voit facilement qu'on peut distinguer entre Ibn Rushd en arabe et puis Averroès en latin. C'est-à-dire qu'évidemment, dans la traduction, des choses se sont perdues ou ajoutées, les choses se déplacent un peu, et que le personnage théorique que vont affronter ou recevoir les latins n'était peut-être pas strictement identique à l'Averroès historique, à l'Ibn Rushd historique, que par ailleurs nous pouvons lire, puisque d'autres textes nous restent, et reconstruire. Donc il faut faire cette distinction, et puis il faut en ajouter une autre, ce serait peut-être une troisième chose. C'est l'Averroès, non pas seulement qui a existé en latin, mais que les adversaires ont fait exister en latin. C'est-à-dire l'Averroès que les théologiens latins, comme Thomas d'Aquin, ont rebâti la figure averroïste que le monde latin aura bâti et qui va, sur des siècles, perdurer. Et au fond, moi, dans les livres que j'ai faits, je ne suis pas tellement intéressé, parce que ça, c'est un travail scientifique que je mène par ailleurs avec d'autres, je ne suis pas tellement intéressé à la présentation des thèses de psychologie d'Ibn Rushd, ce qui est tout à fait nécessaire, évidemment, on ne peut rien dire si on n'est pas un peu au point là-dessus, mais je me suis plutôt intéressé à la figure latine d'Averroès et à la question de son histoire. C'est-à-dire, j'ai voulu essayer d'expliquer d'approcher ce qui pouvait expliquer l'histoire si sulfureuse, si équivoque, alternant entre fascination et rejet de cette figure averroïste-là, dans l'idée que cette violence, cette durée
était significative, était symptomatique. C'est-à-dire que Averroès, qui n'est, ce serait mentir de dire l'inverse, qui n'est quand même pas le personnage central de l'histoire de l'Europe sur 500 ans, en vérité ne la déserte jamais vraiment. Il est toujours là d'une manière ou d'une autre, il est toujours là à des titres divers, souvent présenté comme l'ennemi, comme l'homme à maudire, comme l'homme à rejeter absolument, comme l'homme qui ne vaut rien, comme l'homme qui figure vraiment à l'impasse d'une certaine rationalité. Et c'est sur cela que j'ai essayé de m'interroger. Donc il faut distinguer les pans, quoi. Le Ibn Rushd en arabe, Averroès en latin, et l'Averroès des latins, et l'Averroès de l'histoire latine. Ce sont des couches qui ne sont pas toutes, qui ne sont pas antinomiques, qui ne sont pas absolument contradictoires. Ce serait absurde de dire ça. Mais il ne faut pas, malgré tout, les confondre. Voilà. Et cela, je le répète, s'inscrit dans l'histoire ouverte par la difficulté, l'obscurité du texte même d'Aristote. Oui, voilà. Je saisis bien qu'il y a des différences entre les interprétations, entre les traductions de l'arabe au latin, les réceptions d'Averroès à différentes époques et par différentes scènes. Et pour moi, j'ai bien saisi que dans les deux livres, ce dont il est question fondamentalement, c'est la perception d'un autre, hein, qui fait partie de l'en soi, mais qui est perçu comme un autre et sur lesquels on décharge, voilà, toutes sortes d'accusations ou de connotations. Et ça, moi, je vois tout de suite un rapport avec notre époque. De ce point de vue-là, nous avons rien n'a fondamentalement changé. En fait, ce qui est intéressant dans cette réception par les latins d'Averroès, c'est en fait l'image. Bon, vous écartez, vous, dans votre étude, le rejet par le fait que c'est le musulman ou l'hérétique. Ce n'est pas l'hérétique ou le musulman qui choque et qui est rejeté chez Daquin, donc ça vous le montrez, je pense, de manière convaincante, mais il n'en demeure pas moins vrai que c'est une constante de voir que, écoutez, entre latinité, berbérité, arabité, islamité, il y a eu beaucoup d'échanges, au cours des siècles, beaucoup d'hybridation, mais il y a aussi beaucoup de rejet, d'acrimonie, et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui, même aujourd'hui, nous sommes dans des sociétés sophistiquées, mélangées, mais en fait, fondamentalement, nous sommes toujours dans ces dynamiques. Mais je m'excuse de revenir quand même à des choses de base, parce que, je veux dire, tout le monde ne connaît pas de manière fine l'histoire de la philosophie, ou bien le travail même d'Averroès. Mais ce qui me paraît intéressant, c'est pour ça que je pense qu'il y a quand même quelque chose d'assez intéressant dans cette réception d'Averroès par la latinité. Vous faites remarquer une contradiction profonde chez les latins, qui sont, comme vous dites, qui sont structurés par le mystère de la Trinité. La double nature humaine et divine du Christ, c'est quelque chose qui est justement très très mal, qui de l'autre côté, du côté de la rationalité islamique, est totalement, non seulement rejeté, mais enfin contre-argumenté philosophiquement, théologiquement, etc. Et donc, c'est quelque chose qui structure l'esprit latin, hein, donc, et d'un autre côté, donc, ils sont structurés par cette trinité, c'est ce que vous montrez, et par rapport confronté à l'anthropologie Averroès, qui fait de l'homme un être dédoublé, il y a chez ces hommes la crainte, en fait, la crainte des hommes de la Trinité, de la théorie du troisième homme, que vous avancez, ou du tiers humain. Donc c'est vrai que il y a un aspect, il y a une sorte de contradiction là qui je trouve intéressante à noter, et sachant aussi que
que Averroès va développer toute une réflexion théologique en milieu arabo-musulman. Mais donc, est-ce que cette contradiction, elle est vraiment quelque chose qui peut être un nœud explicatif de ce rejet ou disons de cette aversion de la pensée averroïste, de l'argumentation averroïste? Là, l'exemple que vous prenez, c'est un exemple important, difficile, mais ça n'est qu'un cas. Enfin, je veux dire que ça n'est pas un cas mineur. Hein. C'est d'ailleurs, à mon avis, quelque chose qui demandera à être travaillé dans les années qui viennent, c'est-à-dire l'usage que les théologiens latins, ou le rapport que les théologiens latins ont eu à Averroès en théologie. Voilà, c'est pas exactement mon objet. Pourquoi je dis ça? Parce que je me suis rendu compte, j'ai étudié, disons dans les 10 dernières années, je l'ai fait 3-4 fois, je me suis rendu compte que de façon très très paradoxale, un paradoxe de plus si vous voulez, parce que, bon, en gros, hein, moi je me situe je travaille au cœur d'un gros paradoxe qui est comment rendre compte du rapport que les latins héritiers d'Averroès ont pu avoir à lui lorsqu'ils le rejettent si violemment. Ça, c'est le gros paradoxe que je décline selon les cas. Mais s'agissant de théologie, donc je me suis rendu compte que, très paradoxalement, certains de ses adversaires les plus violents ne manquaient pas de l'utiliser, de le ressortir du placard, ne manquaient pas de l'utiliser en théologie pour défendre leurs propres affaires. Donc c'est le cas d'un Thomas d'Aquin, par exemple, lorsqu'il essaye de concevoir la vision béatifique par essence, de manière absolument inattendue, complètement inouïe, celui qu'il va chercher pour l'aider à conceptualiser sa théologie chrétienne, c'est Averroès. Lorsque Occam, un penseur latin génial du XIVe siècle, postérieur à Thomas d'Aquin, parle de Trinité, lui aussi, celui qu'il va chercher pour corser un petit peu la dispute, c'est Averroès, en montrant que, au fond, les chrétiens ne défendent pas autre chose lorsqu'ils parlent de Trinité que ce qu'Averroès mobilise lui-même d'un point de vue théorique lorsqu'il parle de l'intellect, et que donc on aurait mauvaise grâce, on, c'est nous les chrétiens, on aurait mauvaise grâce à récuser aussi radicalement Averroès, alors que en théologie nous raisonnons de façon isomorphe, de manière qui n'est pas totalement distincte. Bon, alors je ne sais pas si maintenant j'en viens à votre point précis. C'était autre chose que j'essayais de dire là, c'est que effectivement on peut s'étonner lorsqu'on lit certaines critiques que les latins font de la psychologie ou de la noétique d'Averroès. On peut s'en étonner puisqu'il dénonce dans cette psychologie, il dénonce des choses dont ils sont par ailleurs familiers en théologie. Donc en l'occurrence, ce qu'il dénonce, c'est que si l'intellect est séparé, comme on l'a dit tout à l'heure, substantiellement de moi, de mon être, si c'est une réalité autre que moi, et une réalité pourtant censée me représenter, puisque c'est dans la rationalité que je m'accomplis, alors évidemment, l'avéroïsme débouche sur une sorte de dédoublement de la personnalité, un dédoublement du moi. C'est-à-dire que d'une certaine manière, il y aurait le moi que je suis en tant que corps animé, et puis le moi que je suis en tant qu'intellect. Et lorsqu'il dénonce cette duplication, ce dédoublement, où l'intellect détaché menace mon individualité psychique et corporelle, eh bien, je pointais le fait que cette duplication est quelque chose de très familier aux latins qui, dans les affaires trinitaires, sont capables de la plus grande subtilité pour penser le rapport entre une unité et une trilogie. Donc voilà, c'était une manière pour moi de m'en étonner, mais ça n'était qu'un exemple. Cela étant, il y a quelque chose là derrière de profond qui rejoint ce que je viens de dire, c'est que, mais ça n'en est pas parlé, ça dépasse largement le cadre de l'avéroïsme, c'est que dans l'histoire de la Trinité,
ou dans l'histoire de la Trinité, dans ses rapports à l'islam, on sait bien que les rapports ont été dialectiques. C'est-à-dire que certains ont voulu montrer, mais ont pu montrer, je crois, que une partie de la doctrine typiquement islamique, typiquement musulmane des attributs de Dieu, avait pu se nourrir de la doctrine chrétienne de la Trinité. Donc il y a une sorte de jeu intéressant entre Trinité chrétienne, doctrine musulmane des attributs de Dieu, puis retour de la Trinité qui elle-même va s'inspirer de cette doctrine musulmane qui était pourtant en partie héritière de la doctrine chrétienne. Bon, donc il y a une dialectique là compliquée qui pourrait confirmer l'une des thèses générales de ce que j'ai fait, à savoir que la violence de l'exclusion s'explique parfois par une proximité invisible, une proximité refoulée. Donc ça marcherait dans ce cadre-là aussi. Voilà. Oui, je vous remercie parce que de mettre l'accent sur la circulation des idées, ça va dans les deux sens, dans tous les sens. Donc, et à travers le temps, c'est quelque chose qui est opérant. Et justement, je pense qu'il y a parce que par exemple, vous avez dit tout à l'heure que effectivement, je n'insistais pas sur la dimension musulmane ou arabe d'Averroès pour expliquer la violence de la réaction latine. C'est vrai, je dis pas que ça n'est pas un élément important et dont il faudra faire l'histoire ou sur quoi il faudra écrire. Mais c'est vrai que j'ai voulu me concentrer sur autre chose qui me paraît tout aussi intéressant, c'est la dimension scandaleuse d'un système, d'une théorie, et pas d'une religion, aux yeux d'une autre. Mais il y a des éléments qui sont quand même forts là-dedans, qui constituent un chantier à part, c'est que, je vous ai parlé d'Occam. Occam va critiquer en quelque sorte les critiques latins d'Averroès en disant vous allez peut-être un peu vite en démontant sa psychologie parce qu'au fond nous chrétiens que faisons-nous d'autre lorsque nous parlons de christologie, d'incarnation, d'eucharistie, de théologie trinitaire, etc. Alors les rapports, comme vous dites, vont dans tous les sens, ce sont très complexes parce que précisément la Trinité c'est l'une des choses qu'attaque explicitement Averroès et que donc les latins pouvaient lire. Donc le geste d'un Occam est remarquable de ce point de vue parce que il va chercher Averroès en disant au fond on pourrait le sauver d'un point de vue théorique parce que vous condamnez chez lui sa psychologie, mais au fond nous en théologie nous ne faisons pas autre chose, nous ne mobilisons pas d'autres concepts que ceux que lui fait jouer en psychologie. Lui qui pourtant, dans sa psychologie ou dans sa métaphysique, attaque explicitement la théologie chrétienne. Donc Occam se permet de sauver un Averroès clairement anti-chrétien en disant qu'au fond, en tant que chrétien, il ne fait pas autre chose en théologie que ce qu'Averroès fait en psychologie. Donc c'est une dialectique extrêmement complexe. Il est évident qu'il n'y a pas un bloc face à un autre, un arabe ou un musulman face à un chrétien, un lecteur d'Aristote face à un lecteur de Platon, un métaphysicien face à un logicien, tout ça se mêle et ça montre bien que l'histoire est plus complexe que les tableaux qu'on en fait souvent. Et comme vous faites remarquer, chez Occam, il y a ce crible, cette loi de la parcimonie qui est toujours valable aujourd'hui et qui est opérante pour appréhender la complexité. Enfin, j'ai pas le terme en latin, mais l'expression dit que les hypothèses les plus simples sont toujours préférables, ou disons ne pas ajouter. Oui, il y a un principe de simplicité. Donc, ce qu'on peut décrire de manière plus concise, sans ajouter d'explications, sont préférés. Ça ne marche pas pour l'histoire, clairement. Ça peut marcher pour l'explication du réel. Il faut faire l'économie, effectivement, des entités inutiles, superflues, tâcher d'expliquer le monde avec un minimum de principes. Et on le voit bien que là, dans nos affaires, c'est presque l'inverse. Il faut faire l'économie de rien. Il faut aller regarder partout, tous les textes. Il faut beaucoup de temps. Et pas du tout se contenter d'un quadrillage rapide, pas du tout.
C'est pourquoi on ne peut pas parler d'Averroès en lisant simplement des critiques latins, sans le lire en arabe, sans le relire lui-même en latin. Il y a trop d'histoires qui ont été écrites et qui se sont faites sans la lecture des textes. C'est fou de le dire, mais c'est vrai. C'est pourquoi Averroès, dont on pourrait se lasser, parce qu'il est d'une certaine manière un personnage bien connu désormais de l'histoire de la scolastique, mais cet Averroès-là, nous sommes loin du compte s'il s'agit de dire exactement ce que la scolastique lui doit, et les raisons pour lesquelles la scolastique passait les choses faciles, les choses de surface, les attaques immédiates, les raisons pour lesquelles cette scolastique s'y est si fortement opposée. On est loin du compte, quoi. C'est ça que je veux dire. Et pour le faire, ce compte, il faut beaucoup de travail, beaucoup de temps. Et donc, votre travail aussi tend à montrer une certaine modernité de l'intellect, disons, et éternel et séparé, présenté par Averroès, puisque vous d'une part, dans vos deux ouvrages, vous ramenez, disons, vous tendez à l'interpréter, vous proposez en fait une interprétation puisque vous, d'un côté, dans le premier ouvrage, vous comparez à des travaux de psychanalyse développé par Freud, mais par d'autres, je pense Winnicott aussi, dans le deuxième livre, l'idée du fantasme, de l'espace potentiel, vous parlez de cette notion d'espace potentiel, vous ramenez aussi à des réflexions de Foucault, donc on part du cogito cartésien, vous le développez, vous l'expliquez, et vous montrez par exemple que Foucault, le moi qui pense, vous dites, ce moi qui pense, il ne peut pas être fou. Hein. Est-ce que, à travers l'interprétation que vous faites de l'intellect d'Averroès, c'est un espace de fantasme, le moi qui pense, vous dites, court le risque permanent d'être fou. Alors je trouve ça assez intéressant. Cette idée, alors dans le cadre de la latinité, cette intellectualité était rapprochée de la démonologie parce qu'on était possédé, hein, c'était ce délire, cet intellect délirant inquiète au Moyen-Âge. Mais aujourd'hui, ça a été quelque chose qui a été travaillé par beaucoup de gens. Ma question, c'est, vous avez vu du côté de Freud, de Foucault, mais pourquoi vous n'avez pas vu aussi du côté... moi, je suis assez influencé par les travaux de Deleuze et Guattari sur l'anti-Édipe, sur la critique de la psychanalyse, et puis la mise en avant d'un espace de délire. Hein. On délire le monde, un monde qui n'a pas forcément de signifiance. Hein. C'est le fait qu'on agisse qui produise l'événement. Donc le travail de l'anti-Édipe de Deleuze-Guattari me semble assez proche de cette idée de risque permanent d'être fou, mais c'est un régime d'activité. On pense le monde, on agit, on interagit, on transforme le monde, mais justement à travers une idée d'un délire, en fait, mais un délire, je dirais, créateur, hein, pour l'homme. Donc je trouvais intéressant cette dimension qui semble me rejoindre d'une certaine manière ce moi qui pense chez Averroès et qui court en même temps le risque d'être permanent, le risque permanent d'être fou. D'une certaine manière, ce que vous pointez, ça pourrait être associé à ce que j'ai fait dans mon dernier livre sur le fantasme, parce que le fantasme, il est constamment menacé de pathologie. C'est-à-dire que, voilà, c'est vraiment l'homme du fantasme qui va de la sensation au concept. C'est une sorte de passeur entre deux rives qui peut
à chaque instant être saint ou être fou. Et dans cette traversée-là, dans ce jeu-là, dans cette activité-là, ce qui a lieu, c'est quelque chose de l'ordre de la création, comme vous dites là, de l'ordre de la création de soi ou de l'ameublement ou de l'ameublement, on pourrait dire, d'un espace qui est cet espace de la puissance humaine, espace non seulement de réalisation de soi, mais l'espace de discussion, de dialogue, de constitution de quelque chose de plus que soi, qui est la constitution de l'humanité de tous. Donc oui, je vous rejoins assez. Alors maintenant, si je l'ai pas fait, c'est pour aussi des raisons de temps, pour dire, enfin pas de temps, mais pas parce que chaque livre a un peu son objet, son champ. Mais je pense que tant mieux si chez des gens comme vous, ça ouvre sur des lectures contemporaines, des lectures modernes, parce que ça montre bien qu'il y a quelque chose là qui est disons d'un point de vue théorique fécond, qui peut être travaillé. On la connaît cette fécondité. D'abord, moi je pense que Averroès est un grand penseur parce que les problèmes qu'il affronte sont des vrais problèmes théoriques. Donc c'est ça qui fait l'intérêt de sa lecture. C'est qu'évidemment, quand on le lit, malgré la difficulté de la lecture, et le caractère très ancien et très sec de ses commentaires, eh bien, sont toujours d'énormes problèmes qui travaillent là derrière. En plus, il y a une modernité un peu évidente de l'avéroïsme qu'on peut inscrire dans une ligne où il serait la préfiguration de, quoique les systèmes soient tout à fait divers, mais du spinozisme, du freudisme, du marxisme, c'est-à-dire, pour parler très très vite, mais de penser sans sujet, quoi. On l'a fait, ça. Moi, là, j'ai mobilisé la psychanalyse un peu d'une autre façon, et dans les deux livres d'une façon différente. Mais effectivement, ce que vous pointez est un élément important, peut-être pas de l'avéroïsme lui-même, mais encore une fois de la lecture que les latins ont fait de l'avéroïsme. Ou alors, si on veut penser à l'avéroïsme lui-même, il faut lire le second livre sur le fantasme. Les deux idées sont les suivantes. Hein. Celle que vous pointez, c'est cette idée d'un cogito potentiellement fou contre Descartes. Cela tient au fait que l'être qui cogite, c'est le corps animé. Et que ce corps animé, tel que les latins le comprennent, dans l'avéroïsme est séparé de l'intellect. Donc il y a ce clivage, il y a ce divorce entre l'instance qui intellige, qui conçoit, qui manipule l'universel, les concepts, et puis le corps animé qui est l'espace de la cogitation. Et évidemment, dans ce clivage, le risque, c'est que le corps qui sent, le corps qui imagine, le corps qui cogite, ce corps-là ne rejoigne jamais, ne s'arrime jamais, ne se joigne jamais, pour employer le terme clé de toute cette histoire, qui est en arabe le terme ettessal, en latin c'est copulatio ou continuatio, continuité, couplage, ettessal c'est la jonction, la réunion, la continuité. Et donc le risque, disent les latins, c'est dans le système d'Averroès, c'est qu'au fond, on ne soit jamais qu'un corps fantasmant, un corps cogitant, un corps animal, mais un corps sans tête, un corps qui n'arriverait jamais à rejoindre l'intelligence qui est censée être son être, et pire que ça, même, un corps qui s'offrirait comme une sorte de place vide vous avez parlé de la possession démoniaque, l'idée vient de là. Et elle est historiquement attestée, puisqu'on a condamné l'avéroïsme en mobilisant la notion de possession. Donc un corps qui serait comme offert, courrait le risque permanent d'être envahi par une intelligence maligne. Donc il y a ce double risque, que je reste sot, que je reste idiot, que je reste bête, que je n'arrive pas à m'universaliser, prisonnier dans mon corps, pire encore que je devienne fou, que je devienne mauvais, que je devienne diabolique. Donc ces deux risques-là ont existé. Et dans le dernier livre que j'ai fait, donc sur le fantasme chez Verdier, j'essaye de penser ça non plus du point de vue des latins, c'est-à-dire non plus compte tenu de la psychologie d'Averroès reconstruite par les latins, mais ce qui montre bien que les passages quand même se font et qu'on n'a pas affaire à des champs complètement étanches et distincts, mais du point de vue de ce que je repère chez Averroès lui-même,
de crucial, c'est-à-dire tout ce qu'il dit sur le fiqh, sur ce que le latin traduira par cogitatio, et qui est cette zone intermédiaire d'imagination ou de fantasme, où là le terme serait le terme de khayal ou takhayul, cette zone intermédiaire entre la sensation et la conception, et qui est une zone à la fois cruciale parce que s'y joue l'humanité de l'homme, mais s'y risque sa santé, parce que le risque, c'est que ce fantasme qui est la clé de tout, ce fiqh qui est la clé de tout, qui est censé être le lieu d'exaucement, d'élaboration en concept de la sensation ou de l'imagination, ce lieu est un lieu de perdition possible, un lieu de perte de soi possible. Mais peut-être que dans cette perte, peut-être que dans le risque permanent de cette perte, comme vous dites, peut-être que le risque permanent de cette perte, c'est le moteur de la création que vous évoquez. Que c'est toujours sur le fil du délire que la création, l'élaboration, le déploiement, la formation se fait. Et de ce point de vue, alors oui, je vous rejoins complètement, et tant mieux. Il y a quelque chose de très moderne, de très contemporain à penser dans la doctrine avéroïste ou rochdienne de la psychologie, de la noétique ou de l'imagination, et dont la modernité ne parle pas, et dont la modernité et que la modernité a totalement oublié, ne retenant d'Averroès que sa dimension scandaleuse, facilement ridicule, par son extravagance, et oubliant non seulement de faire le compte de ce que la latinité a dû et qui était invisible, mais oubliant une sorte de legs qui, d'un point de vue théorique, est extrêmement puissant à concevoir. Donc ce que vous dites va dans ce sens-là. Je crois qu'il y a, outre ce qu'Averroès a essayé de penser sur l'intellect, et comme en deçà, comme sa couche fondamentale, il y a une doctrine de la cogitation, de l'imagination, du fantasme. Il y a une doctrine de l'infrarationalité, mouvante et menacée, qui est féconde d'un point de vue théorique, oui. Et encore impensée par la modernité qui, après Descartes, a réinvesti la notion de cogitation en un sens totalement distinct, puis avec la modernité, disons, plus rationalisante, exclusivement rationalisante, a perdu quelque chose du fiqh arabe ou avéroïste. Oui, vous faites bien de préciser dans vos travaux, là, dans vos écrits, les notions faites un peu des distinctions entre cogiter et intelliger. Donc la cogitation, coagitation, et puis l'espace de l'intellection. Vous mettez aussi en avant donc cette idée, l'espace du fantasme que vous traduisez en arabe, vous prenez depuis l'arabe khayal, donc l'imaginaire, et aussi montre qu'en fait c'est l'environnement qui permet à l'intellect de se préciser. Vous dites, on ne pense pas sans image. Sans image, l'intellect s'anéantit d'une certaine manière. Seul peut imaginer l'être qui sent. Donc ça, c'est la logique de la sensation. Donc à partir des images, voilà. Mais seul peut concevoir celui qui imagine. Et c'est dans le fantasme que l'intelligible est présent comme enclos. Donc ça, c'est si vous voulez, l'idée, elle est d'abord aristotélicienne. On ne pense pas sans image. C'est une thèse d'Aristote. Clairement formulé contre Platon, c'est-à-dire l'idée c'est que l'homme est fait pour concevoir, pour avoir des concepts, pour manipuler des notions générales, mais que ces concepts-là, il ne peut les avoir, il ne peut les produire que sur la base de ses sensations, de son expérience du monde. Donc il n'y a pas de science infuse, il n'y a pas de connexion à je ne sais quoi d'idéal en soi, il n'y a pas d'idée platonicienne, il n'y a pas d'idée innée, il suffirait de réactiver.
Non, ce qu'il y a, c'est du sensible, du particulier, notre corps, l'expérience de ces sensibles, le stockage de ces sensations, la production d'une imagination, et sur la base de ces imaginations, la production du concept. Donc ça, c'est du Aristote. Mais le caractère remarquable de la pensée arabe en général et de celle d'Averroès en particulier, c'est le raffinement que ces penseurs-là vont faire de cette médiation, de cette zone médiane, de cette intermédiation de l'imagination dans ce processus menant de la sensation au concept. Et ils vont le faire sous ce raffinement, cette inouïe, ils vont le faire sous l'effet de plusieurs influences, non seulement Aristote, mais la médecine aussi, la médecine grecque. C'est-à-dire que la médecine grecque d'un Galien qui, contre Aristote, va replacer ou va placer le cerveau au centre du jeu. C'est-à-dire que des gens comme Averroès doivent tenir compte d'un double héritage, un Aristote qui essaye de penser l'intelligence indépendamment du cerveau, puisque le cerveau n'est pour lui qu'un organe qui sert à refroidir le corps, et puis un héritage médical où le cerveau devient le lieu, une zone, un espace, on pourrait dire, partagé en plusieurs compartiments, où s'élabore la rationalité. C'est-à-dire une zone infrarationnelle, mais sans laquelle la rationalité n'intervient pas. Donc l'espace potentiel, en un sens métaphorique, mais pas seulement, pour moi, ça désignait d'abord cela, dont après j'essaye de montrer qu'évidemment il ne se réduit pas à une affaire cérébrale, et il ne se réduit pas à une affaire individuelle, et c'est d'abord cela, c'est-à-dire l'idée d'une zone dont dépend le déploiement de l'intelligence humaine. L'intelligence est donnée, dit Averroès, mais à l'état de germe, de puissance, il s'agit de la déployer, et ce déploiement ne peut se faire, ne peut avoir lieu que par l'imagination, ou par le fantasme, on pourrait définir ça, ou par la cogitation. Vous avez raison de dire que, pour moi, la mise au point lexicale la plus essentielle, c'est de distinguer, disons, ce qu'on appelle d'un terme très général la pensée, et puis ce que j'appelle d'un terme technique l'intellection. L'intellection, c'est la pensée conceptuelle, c'est la pensée des concepts, la pensée de l'universel. Mais en vérité, cette intellection-là, elle n'existe, elle ne se déploie, elle ne prend son essor, elle ne s'actualise que sur fond de cogitation, que sur la base d'une pensée en un sens plus flou, mais dont le flou m'intéresse, dont le flou est une caractéristique de toutes nos pensées, à savoir justement une sorte de mixte de vie de l'image où se raffinent, où s'élaborent, où se préparent nos concepts. Et c'est là qu'Averroès est grand. C'est aussi là, on va dire, qu'Averroès est grand, c'est-à-dire dans l'espèce de théorie qu'il essaie de produire, instable, mais dans l'idée que tout est là, que tout se joue là, dans la théorie qu'il essaye de produire dans la cogitation comme le médium entre le sentir et l'intelliger. Et au fond, dans l'idée, c'est ce que je crois, que dans l'idée que tout se joue là pour l'individu et tout se joue là pour la collectivité humaine. Parce qu'au fond, je pense qu'il n'y a d'humain que cet espace-là. Il n'y a d'humain que cet espace imaginal, imaginaire, fantasmatique, cogité, de cogitation. Il n'y a d'humain que cet espace où doit s'activer, doit se réactiver constamment l'humanité de l'homme. Voilà. C'est-à-dire que l'espace de l'humanité, c'est l'espace de la cogitation. Au fond, on ne le traverse jamais. On s'y tient avec pour charge de jouer l'humanisation dans le risque de la folie. Voilà. Et je pense que Averroès est connu dans l'histoire latine pour être le penseur fou de l'intellect, mais qu'il n'était pas. Mais il est en vérité ce que notre modernité n'a pas vu, alors que la scolastique le savait, qui s'est tout de suite emparé de ce qu'il avait élaboré. Il est un penseur génial de la cogitation. Voilà. Donc c'est ce que j'ai essayé de travailler. Alors du coup, j'ai un peu oublié votre question. Mais non, non, vous avez répondu, c'était un commentaire, mais
Je rebondis. Bon, j'ai une interrogation. Vous faites remarquer justement que chez Aristote, l'intellect en l'homme est séparé, mais que c'est pas du tout quelque chose qui relève d'un ciel platonicien. Mais je ne peux m'empêcher de penser que dans l'interprétation de Averroès, mais peut-être pas que lui, plusieurs philosophes arabes, est-ce qu'il n'y a pas un réassort ou une réintroduction d'une vision de cet intellect, comment on pourrait l'appeler, flottant, de quelque chose de platonicien, hein, de quelque chose de préexistant, de toute éternité. Alors quand je dis platonicien, bon, évidemment, nous sommes dans un milieu très influencé aussi par le néoplatonisme. Je vous rappelle aussi qu'il y a que Ibn Rushd, Averroès, a aussi eu à dialoguer avec un grand mystique en la personne d'Ibn Arabi, qui est considéré comme le plus grand mystique, probablement, mais comme un néoplatonicien aussi. Donc, et quand je dis cette idée de quelque chose qui est céleste, je pense plutôt au débat qui est toujours qui n'est pas tranché en mathématiques, d'entités qui sont à la fois célestes et terrestres. C'est des choses qui sont peut-être qui sont platoniciennes, mais qui s'incarnent dans le vivant. Donc, cette intelligence, vous disiez, cet intellect est parfois confus, il est l'ordre du fantasme, mais il flotte. Est-ce que ça serait pas quelque chose, alors ça nous ramène à notre époque, est-ce que ça serait pas quelque chose, ce monopsychisme qui est toujours celui d'un autre par-delà tous les autres, vous faites remarquer un mode de communication des hommes faisant masse. Vous évoquez la foule psychologique, la logique de la société première. Est-ce que ça n'évoque pas la pensée en nuage d'aujourd'hui, quelque chose qui peut être relevé d'une noosphère thélardienne et qui aujourd'hui s'incarne dans toutes sortes d'artefacts dans notre manière de communiquer, y compris maintenant, tout de suite. Je vois une grande modernité de ces réflexions. À mon avis, la référence plus évidente et qui serait très forte à travailler, je me contente à chaque fois de la suggérer, c'est avec Durkheim. C'est-à-dire l'esprit collectif, la notion d'esprit collectif, qui à la fois n'est que le résultat de l'interaction des esprits individuels et paradoxalement s'impose à eux du dehors comme une entité surplombante et contraignante. Donc en vérité, c'est à cela qu'il faudrait d'abord penser. D'ailleurs, que la sociologie, que l'acte de naissance de la sociologie durkheimienne ait à voir avec cette affaire, c'est quelque chose qui n'a pas été travaillé, mais ça me paraît très évident. Donc sur la dimension flottante de l'intelligence, bon, pour Averroès, ça n'est pas du tout flottant. Là, on va vite, évidemment, mais ça n'est pas flottant pour deux raisons. D'une part, parce que il faut pas oublier que pour lui, tel que moi je le lis, l'intelligence, elle est d'emblée mienne. C'est-à-dire, dès lors que moi je nais, et que vous naissez, et que chaque humain naît, il est doté de son intelligence. C'est pas quelque chose qu'il s'agit d'aller chercher, c'est quelque chose qu'il s'agit de déployer, pour le dire très, très banalement. Mais c'est très clair chez lui qu'il y a une vision du cosmos qui s'explique aussi par la tradition, qui ne renvoie à rien de flottant. C'est-à-dire il y a des sphères autour de la Terre, ces sphères sont des vivants qui se meuvent, qui ont une forme de désir. Chaque sphère est mue d'une intelligence, et au sommet de cet ensemble de sphères, il y a la première sphère du monde qui a comme moteur ce qu'on appelle le premier moteur et qui n'est rien que ce qu'on appelle en théologie Dieu. Donc pour lui, tout ça est un ensemble très, très précis. Lorsqu'il le développe, il a déjà une longue tradition avicénienne qu'il condamne, arabienne qui ne suit pas totalement. Et voilà, donc il faut évidemment asseoir cette doctrine psychologique ou noétique d'Averroès à une conception du cosmos de l'époque extrêmement précise et scientifique pour l'époque. Bon. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas décrocher et retrouver derrière des grosses questions qui nous parlent, à nous aussi,
et que au nom de cette physique périmée, tout le reste s'effondrerait. Ça, ce sont des propos d'idiots, évidemment. Il faut pas raisonner comme ça. Est-ce qu'il y a du néoplatonisme là-dedans? Bien sûr, qu'il y en a. C'est évident. C'est pas du tout le moment là de détailler. Il y a du néoplatonisme, ne serait-ce que parce que le but pour Averroès, c'est de se faire intellect, c'est-à-dire que l'intellect n'est pas seulement la meilleure partie de moi-même, c'est mon essence, et qu'au fond, le monde n'est rien qu'une sorte de retour au principe. Hein, le monde n'est que l'expression disséminée d'un principe, et que la vie de l'homme consiste à regagner, en actualisant son intelligence, à regagner son essence et à faire un avec l'intellect. Donc il y a du néoplatonisme là-dedans, c'est évident. Et c'est la chose d'ailleurs la plus connue, mais elle l'est tellement qu'il faut s'en méfier. C'est-à-dire que je crois que la chose la plus intéressante à travailler, c'est au contraire quelque chose qu'il faudrait appeler le néo-aristotélisme d'Averroès. C'est-à-dire de voir comment il a essayé, contre ce que lui identifiait comme des thèses néoplatoniciennes, comment il a essayé de défendre Aristote jusqu'au bout, influencé qu'il était par des grands penseurs aristotéliciens comme Alexandre d'Aphrodise, qui a été traduit en arabe et qui a une grande importance dans l'histoire de la philosophie arabe. Donc c'est vers là qu'il faudrait aller. Voilà. Quand vous parlez ensuite de la masse des hommes, ça c'est une autre thèse très importante et très fascinante de l'avéroïsme. C'est l'idée qui n'est qu'une idée parmi d'autres que l'actualisation de l'intelligence demande une forme de collaboration humaine. Il y a l'idée que l'humanité, c'est l'humanité tout entière qui actualise le savoir, que l'intelligence doit trouver sa plénitude et que même si nécessairement il existe toujours un homme parfait en qui le savoir s'incarne, c'est une nécessité métaphysique évidente dans le système de tous ces penseurs, mais dont Averroès au fond parle assez peu, malgré cela donc paraît aussi l'idée que tous les hommes doivent s'entraider, s'associer pour que jamais l'intelligence ne reste inactive. De ce point de vue, c'est-à-dire le point de vue d'une multitude, d'une collaboration, pour parler comme Bachelard, d'une union des travailleurs de la preuve, cette idée-là aussi est extrêmement moderne. C'est-à-dire que dans l'ordre scientifique, la réussite de l'intelligence n'est jamais l'affaire d'un seul. Bon. Donc il y a quelque chose de banal à le dire, mais d'un point de vue théorique, c'est assez profond de le penser, c'est-à-dire une collaboration dont d'ailleurs on pourrait considérer que ses limites sont celles du globe terrestre. C'est-à-dire que ça n'est même pas une limite de la cité, ou encore moins du village ou de la famille, mais c'est la limite du monde habitable. Partout où il y a des hommes, on doit considérer, on peut envisager quelque chose comme une collaboration dont procédera l'actualisation pleine du savoir, qui doit être, c'est quand même quelque chose qu'il faut rappeler, qui doit être le but de l'humanité. L'humanité n'est faite que pour cela, c'est pourquoi elle doit se méfier de la guerre et de toutes les formes de dissension. Voilà. Donc toute cité qui ne permet pas la paix, tout système politique qui ne permet pas la paix, c'est-à-dire le développement du savoir et de la philosophie, est une cité qui échoue, une cité fausse, une cité malheureuse. Et ce fonctionnement-là, il faut l'envisager, je pense, quelque chose que j'essaye de montrer à la fin de mon dernier livre, il faut l'envisager au niveau global, littéralement parlant, c'est-à-dire sur tout le globe, sur toute la surface de la Terre. Je pense que c'est quelque chose qui pointe aussi dans le texte d'Averroès. Il y a dans cette idée ce que je voulais, le lien que je voulais établir, cette jonction, vous aviez parlé du terme de jonction qui était très important d'Ittisal. Ittisal en arabe aussi est le mot aujourd'hui qu'on utilise pour désigner la communication la plus moderne. Et cette idée de mode de communication des hommes faisant masse, je crois que fondamentalement, c'est ce que nous vivons
comme révolution, une sorte de métaphysique de l'information depuis une quinzaine, vingtaine d'années et qui est en train de transformer l'espèce, hein, l'espèce humaine dans sa manière. Et donc, vous évoquez l'esprit collectif. Aujourd'hui, ce qui est de plus en plus mis en avant, c'est le principe émergentiste de l'intelligence collective, hein, ce tout qui est plus que la somme des parties. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, une humanité qui est à la fois très diversifiée, mais très unifiée par la communication. Et alors, ça nous ramène peut-être là à l'aspect, c'est peut-être nous arrivons à la fin de l'entretien, voilà, à l'aspect du philosophe de Ibn Rushd, le philosophe qui est intervenu dans un contexte arabe. Ibn Rushd a établi une sorte a étagé, selon un principe d'Aristote, les trois grandes formes d'intelligence qui pouvaient mobiliser les hommes. Donc, même si son principe, comme vous l'évoquiez, de l'intelligence ne concerne pas la personne, vous dites que la personne ne compte pas, il n'y a pas d'élu, pas d'élite, ce qui compte c'est l'espèce. Donc c'est dans cette idée. Mais en milieu arabe, ce qui a été beaucoup discuté, c'est la manière dont il a étagé la délivrance des vérités ou l'accès aux intelligibles. Hein. Donc moi j'ai travaillé un peu sur cette question. Donc pour Averroès, pour protéger l'activité philosophique de quelques-uns, des gens de science, donc il montre qu'il y a en fait trois grandes catégories. Donc il y a une classe des gens de raisonnement, une classe de raisonnement qui concerne les gens de la preuve, Ahl al-Burhan. C'est la classe les hommes de la classe la plus parfaite, qui sont seuls à même de traiter de la perplexité, la hira, que peut provoquer certaines vérités qui ne sont pas toutes bonnes à dire au sein de n'importe quelle assemblée humaine. Et puis ensuite, il développe le second rang, les gens de la dialectique, al-Jadal, qui concerne par exemple les théologiens. Et puis vient ensuite la masse, l'amma, le public dominant, qui a accès à la rhétorique et à César, l'art du discours. Donc ça, c'était la distinction d'Aristote, des trois types d'arguments, rhétorique, dialectique et démonstratif. Et moi, ce que je trouve très intéressant, bon, lui, il tient à cet étagement pour protéger l'activité des gens de science, pour qu'ils ne souffrent pas d'une forme d'inquisition. Moi, ce qui me fascine dans cette manière de catégoriser, c'est que c'est à la fois toujours valide parmi les sociétés les plus instruites. Aujourd'hui, nous sommes dans des sociétés où l'alphabétisation, enfin l'illitrisme a disparu. L'alphabétisation est un phénomène de masse, ce qui n'était pas le cas de l'époque de la latinité médiévale ou de l'Andalousie du XIe siècle. Mais ce qui me paraît très intéressant, c'est de voir que cette catégorisation est à la fois toujours valide, c'est-à-dire toute vérité n'est pas encore bonne à dire, ou tout savoir n'est pas à être livré aux mains de la masse, parce que ça peut être dangereux, ça peut conduire à l'infidélité ou au trouble, générer des troubles. Et donc pour protéger l'activité philosophique ou spéculative, il faut qu'elle ait lieu au sein d'une classe particulière de gens. Et en même temps, aujourd'hui, parce que vous évoquez la foule psychologique, ce principe d'intellect collectif, ça devient scandaleux en même temps de maintenir cette distinction, cette ségrégation à un âge où justement tout le monde a accès à l'écrit, au calcul mental, aux opérations de base, à la maîtrise enfin, je veux dire, aujourd'hui, nous avons des gens qui sortent des universités par millions, et donc c'est aussi à la fois absolument détestable de penser que le public, la masse ne pourrait pas avoir accès à certaines vérités.
Alors quand on voit évidemment la société médiatique, on voit cet aspect grégaire, moutonnier de la masse. Donc on voit que l'argument d'Averroès au XIe siècle est toujours valide, mais d'un autre côté, on voit aussi que potentiellement nous avons la possibilité d'être vraiment des savants. Nous sommes une société où explose le savoir. Donc comment vous voyez cette contradiction entre voilà ce phénomène des vérités qu'il faut protéger selon les types, les classes d'hommes? C'est pas une contradiction chez Averroès lui-même, bon, qui là, de ce point de vue, reprend une vieille histoire, hein, parce qu'il n'est pas du tout l'inventeur de cette tripartition qui consiste à combiner un héritage aristotélicien et platonicien. C'est déjà chez Farabi, par exemple. Et le partage entre la khassa, l'élite et la amma. Oui, ça traverse toute la rationalité. Se retrouve partout dans la pensée arabe. Sans qu'on sache d'ailleurs toujours très bien à quoi ça renvoie. C'est-à-dire chacun a un peu sa définition de ce qui fait de l'élite et de ce qui fait de la foule, la masse ou le vulgaire ou tout simplement donc la foule. Alors, c'est une chose c'est une thèse qui est très importante, qu'il faut d'abord comprendre et qu'il faut expliquer, et qui a une dimension choquante, mais quand on la comprend, en tout cas, on évite de dire trop de bêtises. Il faut l'expliquer parce que quand on fait d'Averroès un penseur des Lumières, au simple prétexte qu'il est un penseur de la rationalité, comme tous les penseurs arabes d'ailleurs, eh bien évidemment on commet un raisonnement trop rapide, parce que d'une certaine manière, si on songe à la définition des Lumières qu'un Kant donnera, c'est à l'exact opposé qu'on a à faire, puisque le but n'est absolument pas de faire sortir de leur minorité les mineurs, pour leur permettre d'accéder à la majorité. Il faut tenir compte de la fitra, des fitar de chacun et des groupes, et surtout maintenir ces groupes étanches, compte tenu du fait quand même que tous ces groupes-là font partie d'une seule et même humanité. C'est quand même quelque chose qui est toujours rappelé, c'est-à-dire c'est au sein d'une humanité que des groupes se distinguent. Donc effectivement, pour Averroès, si on présente les choses de façon un peu brutale, évidemment, il y a des gens de la foule, il y a des gens de l'élite. Les gens de l'élite sont les philosophes, et ces gens-là sont ceux qui accèdent à la vérité absolue des choses et du monde. Ce sont des gens qui, pour eux-mêmes, n'auraient pas besoin du texte coranique, d'aucune révélation, parce qu'ils sont, par leur intelligence, capables de comprendre le monde dans leur intégralité, mais ils vivent en société, une société majoritairement constituée de gens qui ne sont pas philosophes, et ces gens-là, pour bien vivre, pour vivre droit et assurer la bonne marche de la société et donc la survie de l'homme, c'est-à-dire la production de philosophie, ces gens-là, eux, ont besoin de religion, eux ont besoin d'un type de pratique et d'un type de représentation qui seront adaptés à leur nature inférieure. Mais Averroès dit bien, c'est l'une des grandes thèses de sa pensée, qu'il partage avec d'autres, je le répète, que l'homme de la foule, la masse, n'a pas affaire à un autre monde que celui de l'élite. C'est-à-dire que ce que la foule se représente n'est rien que ce que l'élite elle-même se représente, mais simplement présenté sous une forme plus métaphorique, un peu dégradée, non démonstrative. Mais cela veut dire, je le répète, c'est quand même une grande thèse, que même si le philosophe ne doit pas divulguer comme tel la philosophie, même s'il s'agit absolument de sauvegarder l'étanchéité des camps, des groupes, eh bien, ces camps-là sont les camps au sein d'une humanité une qui se rapporte à un seul et même monde et qui affronte une seule et même vérité. C'est-à-dire qu'au fond, chaque homme, dans sa nature, chaque homme, dans sa différence, accède à la même vérité du monde, quoique présentée selon des voies et accessible selon des voies diverses. Donc ça, c'est la grande thèse d'Averroès. Par ailleurs, ce qui limite aussi le caractère un peu, vous avez dit tout à l'heure, détestable d'une telle position, potentiellement détestable, c'est qu'il faut bien voir que cette société compartimentée, cette société divisée,
cette société où la foule n'accède pas à la vérité absolue, c'est-à-dire philosophiquement présentée, et qui ne doit pas y accéder, cette société-là, qui est au service de la classe des philosophes, il faut bien comprendre que elle n'a pas en fait une structure pyramidale dont le sommet donc serait occupé par une petite classe de privilégiés, au service de qui seraient tous les autres. Pourquoi en vérité il n'en est pas ainsi? Parce que il faut bien comprendre, ce qui est un peu plus théorique que tout ce qu'on vient de dire à présent, que les philosophes comme tels, qui sont au sommet de la société, n'ont pas de nom, ne sont pas des individus. En fait, les philosophes, ce sont ceux en qui l'intelligence s'incarne. Mais l'intelligence, elle est universelle. C'est-à-dire que l'homme, l'humanité est faite pour penser, est faite pour rationaliser. Et une société qui marche bien, c'est une société qui permet que cette rationalisation ait lieu. Alors, elle n'a pas lieu dans des corps d'individus. Il y a des individus mieux nés, qui sont doués, et qui ont réussi, non pas par illumination, on parlait tout à l'heure du soufisme, là ça n'a véritablement rien à voir, parce que rien de cela ne relève de l'illumination, mais n'advient qu'au terme d'un parcours assez sévère, assez dur, exigeant et moralement et intellectuellement d'apprentissage scientifique et de collaboration, mais ce qui a lieu à la fin n'est pas la propriété d'un individu. Donc en fait, le philosophe, ça n'est pas un corps qui possède exclusivement un savoir qui le place au-dessus des autres. Non, à travers le corps du philosophe, à travers l'individualité, telle ou telle individualité, s'accomplit le destin même de l'humanité, de la société. Bon, mais enfin, si on a envie d'aller quand même, de prendre les choses d'un point de vue moins théorique, donc je le répète, s'il n'y a pas de contradiction chez Averroès lui-même, pas de contradiction, il a un système qui est tout à fait bien tenu, et il explique les différences entre les hommes assez facilement, parce qu'on pourrait lui dire, mais comment, si l'intelligence est une, en quelque façon, si c'est la puissance de l'humanité, qu'est-ce qui fait qu'il y a différents fétards, qu'il y a différentes natures humaines? Ce qu'il fait, c'est que ce sont nos corps, ce sont nos complexions, ce sont les mélanges, les dosages qui constituent notre cerveau et puis notre corps, qui expliquent les différences entre les individus. C'est-à-dire que chaque personne n'acquiert l'intelligence et ne déploiera l'intelligence qui en elle-même est une, qui en elle-même est indifférenciée. Eh bien, chaque personne ne fera cela que sur la base de son corps qui, lui, présente des caractéristiques qu'un autre corps ne présente pas. Donc, au fond, c'est pas notre intelligence en elle-même qui varie. C'est notre corps qui fait varier l'intelligence en tant que cette intelligence ne peut fonctionner, ne peut se déployer que sur la base des images, comme on le disait tout à l'heure, lesquelles n'existent que dans des corps. Bon. Mais enfin, si on a envie de, comme je le disais, d'aller être plus brutal, de dire les choses plus frontalement, eh bien oui, on peut s'opposer complètement à une telle vision des choses. On peut la récuser absolument, on peut la trouver insupportable. On peut trouver insupportable cette idée d'un partage anthropologique entre l'élite et la foule, l'idée qu'il y ait des naturels philosophes ou des naturels moins doués, et que le but de la société soit le compartimentage. Moi, de ce point de vue, c'est-à-dire si je devais discuter en philosophe la position d'Averroès et d'autres penseurs arabes, je ne les suivrais absolument pas. Pour ma part, malgré comme historien de la philosophie, et pas seulement, comme philosophe aussi, ma passion pour Averroès, ça n'est évidemment, d'un point de vue social et politique, absolument pas la doctrine que je défendrais. Donc je trouve tout à fait insupportable l'idée qu'on doive admettre qu'il y ait des naturels moins bien doués, et que le but d'une cité bien tenue soit de faire que ces gens-là se tiennent à leur place. Ça n'est absolument pas ma vision des choses. Donc de ce point de vue, je ne suivrai pas absolument pas Averroès. Et je pense qu'il y a un décalage peut-être entre la noétique qu'il a essayé de promouvoir et puis la politique que de notre côté il a défendue. Mais tout ça pour dire que l'adjectif détestable que vous avez employé, je ne le récuse pas, je l'entends. Je pense qu'il y a effectivement, si
si on veut chercher quelque chose, disons, de moderne, y compris en faisant un peu violence aux textes arabes classiques ou médiévaux, eh bien, ça ne peut pas. Oui, ça doit être dans une certaine violence, dans une certaine réappropriation active de ce contenu, et certainement pas dans la répétition du message même d'Averroès. Quelque chose dans Averroès, dans Farabi, qui ne saurait tout bonnement être repris dans les sociétés modernes. Donc ces systèmes-là ont une portée descriptive limitée, elles ont une fécondité théorique ultra puissante qui reste à être pensée, elles ont une portée descriptive limitée, et d'un point de vue politique, elles méritent d'être réemployées, réaménagées, voire combattues sur certains points. Voilà, mais je vous livre pas là du tout une réflexion aboutie, mais c'est simplement pour vous dire que je ne considère pas que la clé de la société moderne, ce soit le Fas al-Maqal d'Averroès, certainement pas. C'est-à-dire qu'il y a, moi ce que je voulais dire, c'est pour ne pas rester dans un débat trop théorique, mais par rapport à nos réalités actuelles, c'est-à-dire qu'il y a dans le travail d'Averroès autant d'éléments qui atteste d'une observation anthropologique de cet étagement des intelligences. Donc c'est quelque chose que je trouve à la fois toujours valide, même dans les sociétés les plus modernes, les plus socialement avancées. Donc il y a des éléments qui plaident pour cette thèse, mais il y a aussi dans sa présentation d'un intellect éternel et séparé, quelque chose qui montre aussi des phénomènes de fou. Vous parlez de foule psychologique. Oui, vous avez raison. Non, vous avez complètement raison. Aujourd'hui, c'est ce que je disais, il y a une espèce de contradiction. Voilà, c'est ça qui est très intéressant. Contradiction, ouais, entre sa noétique, disons, sa noétique de l'unité, et puis sa description un peu désespérante, quoique parce qu'elle est toujours valable, justement, d'une société compartimentée. Ce que je veux dire, c'est que depuis ce qu'on a appelé les révolutions sociales en 2011, par exemple, c'est une mise en avant de ce qu'on pourrait appeler une sagesse des foules, une majesté des foules intelligentes. C'est quelque chose qu'on a vu aussi apparaître dans d'autres sociétés. Les jeunes se sont mobilisés aussi en Europe, en Amérique du Nord. C'est des phénomènes d'intelligence collective où il n'y a plus de maître à penser, mais c'est un intellect diffus, et qui essaie de transformer le monde, qui essaie d'agir et de transformer le monde. C'est quelque chose de radicalement nouveau. Je pense qu'on n'a pas vraiment. C'est quelque chose qui va mettre du temps, dont les effets vont se déployer sur plusieurs décennies. Mais je pense que dans il y a chez Averroès des éléments qui permettent de comprendre cet espace de potentiel du fantasme. Je comprends. Et c'est pour ça que je trouve très fécond. De son point de vue, il aurait absolument récusé. Voilà. Oui, lui, de son point de vue, il aurait totalement récusé cette lecture-là, parce que pour lui, la foule n'est pas intelligente, et le nombre ne fait rien à l'affaire, et l'idée d'une intelligence inconsciente. Oui, évidemment, il y a une tendance, c'est-à-dire toute réalité est traversée par un désir d'universalité. Toute puissance est tendue vers l'acte pur, toute imagination est porteuse d'un désir de concept. Donc ça c'est sûr de ce point de vue. Et je crois mais lui, pour lui-même, il aurait proposé une toute autre lecture. Et d'une certaine manière, rien n'est pire pour Averroès qu'une foule qui se rebelle. Rien n'est pire que cela. Enfin, c'est le signe d'un échec politique ultra dangereux. Tout à fait, mais le but, c'est la foule heureuse, c'est pas la foule rebelle. Cela dit, vous avez raison, et c'est au fond le sens de tout mon travail avec Averroès. Le but, c'est pas seulement de répéter et de commenter l'Averroès historique sans jamais sortir des bornes. Il faut le faire, sinon il n'y a pas de science. Il faut le faire, absolument. Mais il y a peut-être quelque chose de plus qui échappe à l'histoire, qui échappe au sens littéral du texte, une sorte d'explosivité théorique, de fécondité théorique qui déborde le texte lui-même et qui nous permettrait de penser des phénomènes comme ceux que vous pointez, et ce que moi, en débordant un peu vers la psychanalyse ou d'autres champs encore, j'essaie de faire. Donc de ce point de vue, j'entends tout à fait ce que vous dites. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Cette idée, oui,
C'est-à-dire, on peut être plus séduit par l'espèce d'intuition. D'ailleurs, d'une certaine manière, vous voyez, ce que vous repérez là, et qui me paraît très juste, même si ça sort un peu du cadre de la lettre rogienne, c'est quelque chose, et c'est frappant, qui a séduit et qui a senti un Renan. Renan, pourtant opposé, pour faire vite, il faudrait du temps en vérité pour en reparler, mais disons, pas dire qu'il soit très favorable à la pensée arabe et qu'il y trouve quelque chose de très fécond. Mais il repère dans la psychologie ou dans la noétique d'Averroès que la scolastique a condamné, il repère, lui, sous la condamnation, qu'il juge ridicule parce qu'il sait bien qu'Averroès ne défendait pas cette thèse si absurde, il repère quelque chose qui parle à l'homme du XIXe siècle qu'il est. Et être un homme du XIXe siècle, c'est défendre une chose, c'est l'idée du progrès d'une humanité. D'une humanité une. L'idée que l'humanité une marche ensemble, inconsciemment, dans sa disparité, vers quelques buts meilleurs que son état actuel. En fait, il dit, au fond, il y aurait chez Averroès quelque chose comme les prémices de cette intuition d'une raison universelle en marche, quoi. Et du coup, vous voyez, vous avez raison de pointer cela, parce que effectivement, c'est peut-être présent dans le texte d'Averroès. Et en tout cas, c'est certainement offert à notre lecture. Tout à fait. Tout à fait. Je comprends bien que ça peut heurter l'idée des foules révoltées. C'est quelque chose qui est argumenté théologiquement, philosophiquement, et depuis des siècles. Ce qui est aussi, il faut, je pense, ne pas avoir peur de penser contre les anciens pour coller, disons, aux réalités sociologiques d'aujourd'hui. Ce qui est étonnant aussi, d'un côté, on dit que les Arabes, la pensée, vous travaillez sur la philosophie arabe, les Arabes ont transmis l'héritage grec, l'ont augmenté, l'ont commenté, ont apporté leur propre spécificité. Et donc, évidemment, à travers Averroès, c'est un exemple, mais il y a beaucoup d'autres philosophes arabes qui ont fait ce travail. Mais les idées circulent, mais il y a aussi des idées qui ne circulent pas. Et ce qui est très, très étrange et très instructif jusqu'à aujourd'hui, c'est de voir que les Arabes, finalement, n'ont pas pris chez les Grecs l'idée de la démocratie, l'idée de l'agora. Ça n'a pas été quelque chose qui a été pensé philosophiquement. Aujourd'hui, c'est un principe, cette idée, bon, sans revenir sur les origines athéniennes de la démocratie, tout ce qu'elle exclut comme pauvre, comme métèque, etc. Mais l'idée de la démocratie, c'est aujourd'hui quelque chose qui est en débat et en transformation permanente, et qui se réinvente. J'évoquais ces exemples de foules intelligentes. Elles sont en train de réinventer ces notions de démocratie, de gouvernement par le peuple. Bon, ça peut paraître scandaleux pour des esprits des siècles passés. Donc je pense qu'il faut aussi mettre en avant aussi des ruptures qui peuvent être fécondes et qui peuvent correspondre. Voilà, je pense que l'humanité malgré tout progresse et en tout cas c'est ce qui fait la fécondité de cette pensée. Et donc moi vraiment j'ai eu beaucoup de plaisir et d'intérêt à lire ces deux ouvrages qui ne présentent pas simplement un Averroès classique dans son environnement, mais qui essaye de l'ouvrir par rapport à des réflexions contemporaines et à des pistes de recherche que tout à chacun peut entreprendre. En tout cas, je vous remercie en tout cas pour l'entretien. On a eu l'occasion de discuter en profondeur. Et je suppose que vous allez poursuivre vos travaux. Est-ce que c'est toujours sur Averroès ou bien plus largement sur la philosophie arabe? Plusieurs choses en même temps. Des choses techniques, des articles très techniques sur la philosophie arabe, des traductions, et puis là j'ai terminé un gros livre sur Averroès et Alexandre d'Aphrodise, et là j'écris autre chose sur Spinoza. Voilà, j'essaye d'écrire quelque chose sur Spinoza, justement qui
qui m'amène à réfléchir sur deux des penseurs les plus maudits de l'histoire. Voilà. Mais c'est en chantier. Ah bah écoutez, Spinoza aussi, on n'a pas parlé de lui, mais c'est aussi un auteur scandaleux, mais extrêmement fécond. Et bon, peut-être ce sera l'occasion d'un prochain entretien. On parlera de voir l'itisal, la jonction peut-être entre Averroès et le scandale d'Averroès et le scandale de Baruch Spinoza, mais à l'occasion d'un prochain entretien. En tout cas, merci beaucoup Jean-Baptiste Bonnet et à une prochaine.